Alors, littérature mexicaine, c'est un terme qui a besoin d'être un petit peu précisé. Je veux dire par là, imaginez que je vous demande, en étant moi à Mexico, que vous veniez me parler de 100 ans de littérature française ou européenne et que ça tienne en 1 heure. Vous seriez bien gêné de devoir choisir, couper et présenter un panorama. Ça prête toujours effectivement à la critique, on ne peut pas tout mettre, on ne peut pas faire des listes de centaines de noms. J'ai travaillé comme ça, j'ai travaillé en faisant des listes de 300-400 auteurs et puis petit à petit en réduisant le propos et en essayant de trouver une cohérence. Et surtout, dit à littérature mexicaine, donc ça semblerait vouloir dire ce qui s'écrit sur un territoire géographique particulier. Aujourd'hui, et d'ailleurs dans ce livre-là non plus, je ne parlerai pas d'une littérature qui est une littérature mexicaine aussi, ou plutôt des littératures mexicaines. Comme vous le savez peut-être, on parle au Mexique 63 langues en dehors de l'espagnol, et effectivement, certaines langues comme le nahuatl ou le maya sont non seulement pratiquées dans la vie quotidienne, mais donnent lieu à des productions éditoriales, surtout dans le domaine de la poésie, avec une énorme difficulté dans la traduction. Je veux dire par là, je ne suis pas un spécialiste des langues indiennes au Mexique, mais je me suis intéressé à la question, et il est vrai que chacune de ces langues a des sonorités, a des jeux sonores de rythme très particuliers qui permettent d'écrire de la poésie avec beaucoup de complexité, de beaucoup de difficultés, et les traductions, soit en espagnol, soit même en langue française, puisqu'il existe pas mal de textes maintenant traduits, sont assez appauvris par rapport au texte original. Donc je ne traiterai pas des littératures en langue indienne. On voit petit à petit ces littératures s'ouvrir au roman, ce qui n'était pas le cas. Traditionnellement, le roman ne fonctionnait pas dans ces langues-là. C'est principalement une production poétique et poésie qui a très souvent à voir avec la mémoire et une certaine religiosité aussi. Mais parlons alors de littérature, j'insiste, en langue espagnole, parce qu'il y a aussi une littérature qu'on pourrait appeler mexicaine. Quand je veux faire enrager mes amis mexicains, je leur dis que le meilleur roman mexicain, c'est Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, parce que c'est celui qui a su embrasser le Mexique avec le plus d'intensité, ou Les Détectives sauvages de Roberto Bolaño, qui était chilien, comme vous devez savoir, et qui a écrit son livre à partir des souvenirs qu'il avait de son adolescence à Mexico. Mais en dehors de la boutade, je trouve quand même très intéressant qu'il y ait un corpus assez important de livres de tout premier ordre, des Nord-Américains comme William Burroughs, des Anglais comme Graham Greene, comme Malcolm Lowry, comme D.H. Lawrence, si vous avez connaissance du Le Serpent à plumes, ce roman extrêmement curieux que Lawrence a écrit à côté du lac de Chapala, et qui prend le Mexique comme thème. Il aime le Mexique, Lawrence, à cause de la violence qu'il y trouve, cette violence qui donne une intensité à la vie. Bien sûr, les textes d'Artaud, de Breton, jusqu'à Benjamin Péret, jusqu'à André-Pierre de Mandiargue ou Jean-Marie Gustave Leclésio. Bref, il y a une littérature qui a à voir avec le Mexique qui est de langue étrangère. Mais nous, on va tout bêtement nous en tenir à cette production en langue espagnole qui, bien évidemment, date de l'époque de la conquête. Alors, la réflexion sur... J'essaierai de mener à bien une réflexion avec vous qui n'est pas seulement du catalogage. Je veux dire, par là, il y a une histoire de la littérature mexicaine. On aimerait que les histoires des littératures hispano-américaines se ressemblent. On aimerait se dire qu'il y a une seule littérature du Rio Grande jusqu'à la Terre de Feu, en excluant le Brésil, qui est non seulement de langue portugaise, mais qui a une histoire très distincte. Et finalement, ce ne sont pas les mêmes sensations que l'on retrouve dans toutes ces littératures. Je pense en particulier à la poésie, la grande poésie péruvienne qui est basée sur le déséquilibre, sur les distorsions, ou la grande poésie tellurique chilienne avec ses 2 prix Nobel,
la littérature mexicaine se caractérise par autre chose qui est, à mon avis, une grande fidélité, une fidélité aux aînés, une fidélité à la littérature des pères et une fidélité aussi à un ton qui est tout de même un ton, c'est faire injure à personne, hein, mais c'est un ton dont la violence est exclue. Il est très rare que la littérature mexicaine apporte ce que l'on trouve dans les autres pays latino-américains en ce domaine. En général, c'est une littérature plutôt virtuose, c'est une littérature bien faite, travaillée, parfois formidable dans bien des aspects, mais il est amusant de voir, par exemple, quand il y a des rencontres littéraires en Amérique latine, la table où les Mexicains déjeunent et la table où les Péruviens ou la table où les Argentins déjeunent, ben, ça ne parle pas des mêmes choses, ça ne parle pas de la même façon. Et en général, les autres latino-américains disent « au Mexique, effectivement, c'est imposant, c'est grand corpus littéraire. Il y a en plus au Mexique, contrairement à la grande majorité des pays d'Amérique latine, une politique d'aide culturelle qui fait qu'il y a beaucoup de publications, de maisons d'édition, d'aide aux auteurs et à la production, ce qui, bien sûr, crée bien des envieux dans les autres pays de langue espagnole, mais ça a aussi une conséquence sur le côté massif, cette importance, on peut dire, d'entre 12 et 15 000 titres nouveaux qui sont publiés au Mexique tous les ans, ce qui en fait quand même un producteur de livres assez important. Alors, cette fidélité aux aînés, il m'a semblé que jusque vers 1985, enfin le milieu des années 80, et je m'en expliquerai, jusqu'à cette date-là, tout ce qui vient avant connaît un flux assez régulier. Il n'y a pas au Mexique, par exemple, où il y a très peu, au Mexique, soyons plus précis, très peu d'avant-garde. Ça n'est pas du tout un sujet qui intéresse les écrivains mexicains. Il y aura une toute petite avant-garde qu'on a appelée les stridentistes, qui sont un petit peu semblables à des futuristes italiens qui prônent la modernité, font des poèmes sur des avions, mais qui durera assez peu de temps et il y aura très peu de répercussions, et en particulier très peu de descendants. En revanche, il y a effectivement une espèce de flux continu, et moi ça m'a intéressé de réfléchir à l'idée, peut-être, qu'il y a des caractéristiques dans la littérature mexicaine qui viennent de ces descendances. Je veux dire par là qu'il y a des personnages qui, au moment de la conquête, écrivent, proposent leurs textes, et l'esprit qui les anime va perdurer au cours des siècles, jusqu'à ces années 80-85. Une fois de plus, je dirai tout à l'heure comment et pourquoi. Mais ça veut dire que, pour moi, les trois figures qui font vivre la littérature dans les temps de la colonie sont trois types de personnages différents. Le premier, qui écrit véritablement l'histoire et notamment la chronique, qui est un genre littéraire très important pour le Mexique, c'est Bernal Díaz del Castillo, c'est-à-dire c'est un militaire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui voit dans l'écriture un outil pour transmettre la connaissance. Il voit aussi, il observe que, et ça c'est donc très important, que l'écriture a été un outil de conquête pour les Espagnols au Mexique. On oppose souvent la conquête de Pizarro au Pérou, l'autre grand espace puissant de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique latine. Pizarro qui a été un homme d'une violence extrême et a massacré avec une grande facilité et dextérité les populations locales, alors que Cortés au Mexique est plus un négociateur, et plus un diplomate, et plus un homme qui apprend à créer des alliances. Ce qu'il fait, et notamment Cortés, va enseigner l'écriture à la jeunesse noble du peuple aztèque. Et très rapidement, à 2 générations, les Aztèques, qui sont intégrés dans la gestion de la cité, vont aussi bien lire l'espagnol que le latin. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que l'écriture
a un pouvoir directement sur la société. Alors, l'idée qu'il y a un esprit militaire, c'est donc une relation au pouvoir, mais aussi une relation à, on va appeler ça, les stratégies. Au cours du XXe siècle, les écrivains mexicains ont très souvent fonctionné comme des clans qui s'entraident, qui luttent, qui se réconcilient, en général non, et qui, par exemple, la grande querelle entre Octavio Paz et Carlos Fuentes, qui a un fond politique, c'est-à-dire ça a été au moment de la révolution sandiniste au Nicaragua que Fuentes a appuyé et que Paz a critiqué très, très durement. Et à partir de là, ces deux hommes qui étaient les deux grands écrivains mexicains de leur époque, et qui étaient très liés personnellement, ont rompu. Donc je veux dire par là, il y a cet esprit de lutteur, de combattant. Après, il y a le sacré, il y a les prêtres. Les prêtres arrivent et ce sont eux qui prennent en charge en particulier l'étude des langues indiennes. C'est les grammaires qu'ils rédigent, c'est aussi les traductions qu'ils font. Donc j'insiste, le monde indien n'avait pas d'écriture au sens où nous la connaissons. Il y avait ce qu'on appelle des codex, qui sont des documents illustrés dans lesquels les Aztèques conservaient certains savoirs, par exemple des routes, des chemins, mais il n'y avait pas de récit au sens où on l'entend. Donc, les Mayas, autrefois, avaient eu une écriture et ils en ont perdu l'usage et cela a été oublié. Donc, la supériorité parfois militaire et technologique qu'ont les Espagnols, vous savez que la conquête se fait avec très peu de soldats, 150 hommes pratiquement, avec des chevaux que les Indiens ne connaissaient pas, et l'écriture. Donc l'écriture, non seulement a eu le rôle de pouvoir, mais aussi il y a une relation au sacré. Je veux dire par là que il y a la Bible, il y a les Espagnols viennent aussi pour essayer de transmettre une religion, une foi qui est aussi un outil de conquête culturelle. Mais les prêtres sont très importants parce que on prend, comme j'ai pris le cas de Bernal Díaz del Castillo, l'auteur des chroniques de la conquête de la Nouvelle-Espagne, dans le domaine des prêtres, on a, j'allais dire, des sons de cloche très différents. Et par exemple, Bartolomé de las Casas, qui va être l'évêque des Chiapas, de cette région du sud des Mayas, Bartolomé de las Casas va défendre un peu le point de vue des Indiens et va essayer de se justifier par écrit. Donc, il va utiliser l'écriture, il va utiliser les publications. Vous connaissez peut-être la controverse de Valladolid, qui a donné lieu à une pièce de théâtre où, effectivement, Bernal Díaz del Castillo démontre, ne me demandez pas de le refaire devant vous, démontre que les Indiens ont une âme et donc doivent être traités comme des êtres humains, alors que les Noirs n'ont pas d'âme, évidemment, comme le répète Bernal Díaz del Castillo, et qu'on peut les utiliser comme esclaves sans avoir de remords. Donc ça, c'est la deuxième tendance, c'est la tendance sacrée. Et c'est vrai qu'au Mexique, durant tout ce XXe siècle, les écrivains vont avoir une réception dans la société absolument incroyable. Ce sont des personnes à part. Ce sont des personnes qui ont joui de privilèges, ils ont pu participer à beaucoup de grandes décisions qui ont occupé la société. Et enfin, le troisième personnage qui me semble important et qui aussi donne un caractère à l'écriture mexicaine, ce sont les hommes de loi, c'est-à-dire ceux qui viennent rédiger les lois, ceux qui viennent, qui sont les lettrés et qui le soir font leur sonnet ou leur pièce de théâtre, puisque les deux genres littéraires qui se pratiquent à l'époque de la colonie, c'est la poésie et le théâtre. Le théâtre qui devient rapidement au XVIIIe siècle le lieu de rencontre des futurs indépendantistes, des créoles qui profitent du fait d'être un peu dans un coin et pouvoir discuter de leurs idées sur la libération du pays. Et ces groupes de théâtre sont ceux qui lisent les philosophes français
Rousseau, Voltaire, etc., et toutes les Lumières, et qui vont petit à petit commencer à faire travailler cette idée d'une rupture avec l'Espagne. Alors, dans les grands personnages qui ont été en fait redécouverts, parce que pendant très longtemps, la pauvre a été mise de côté, l'écrivain Sor Juana Inés de la Cruz, à qui Octavio Paz a consacré un ouvrage très volumineux, fait figure comme ça de génie littéraire placé dans cette société coloniale. Elle est l'un des grands auteurs du XVIIe siècle à la fois d'essais, de poésie baroque, parfois extrêmement complexes, et notamment les pauvres traducteurs qui ont dû s'atteler à la traduction de Sor Juana Inés de la Cruz en savent quelque chose, c'est extrêmement complexe, mais c'est très intéressant parce qu'elle est tellement moderne que la seule solution qu'elle a pour éviter de connaître des conflits majeurs, elle se fait enfermer dans un couvent et mourra relativement jeune. Mais elle laisse ses livres qui, même en Espagne, sont lus, sont extrêmement commentés. Alors, l'une des caractéristiques de la colonisation espagnole est que dans les territoires de langue espagnole, on ne peut pas pratiquer un genre sale qui s'appelle le roman. Ça, c'est vulgaire, c'est réservé à l'Espagne, c'est quand même le pays de Cervantes et du Quichotte. Hein. Et alors, les livres circulent très vite, viennent d'Espagne, on peut les lire. Par exemple, j'ai vu des documents qui sont incroyables, on lisait le Quichotte chapitre par chapitre, un chapitre tous les soirs dans les auberges pour les voyageurs, et c'était suivi comme des feuilletons pratiquement à la télévision, et on disait le chapitre 14 allait être lu dans telle auberge, il fallait aller là. Donc il y a une vie comme ça, mais on ne peut pas écrire ni publier. Et ça aura une importance capitale, parce que par exemple, quand le Mexique devient indépendant, début du 19e siècle, et certains vont dire on va se lancer dans le roman. Et effectivement, il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a pas de connaissance de comment on fabrique ça. Alors il y a des livres tout à fait étranges, il y a notamment un auteur qui s'appelle Lissardi, qui publie énormément de romans qui sont des fourre-tout, c'est-à-dire c'est des romans dans lesquels il y a à la fois des narrations, de la chronique, il y a des sciences, il y a des lois, il y a un personnage qui se met à parler, ça dure 5 pages parce qu'il doit expliquer une théorie d'un des professeurs de l'université, mais ils ne savent pas où on peut commenter cette théorie. Donc il y a une vie un petit peu chaotique, alors que la poésie, elle, reçoit, comme dans tous les pays de langue espagnole, une influence majeure qui vient d'un écrivain qui vient de la marge de la marge de la marge, qui s'appelle Rubén Darío, qui vient de la province de Léon de Nicaragua, et qui est le premier écrivain de langue espagnole qui assimile les leçons de Baudelaire, Verlaine et Rimbaud, et qui modernise et fait éclater la langue espagnole, qui a des répercussions, je pense à l'Argentin Leopoldo Lugones, et au Mexique, très vite, ça va commencer à intéresser le milieu poétique. Mais on peut donc dire qu'il y a une influence de la langue française qui arrive à travers ce filtre de Rubén Darío. Le XXe siècle mexicain, vous savez, on a l'habitude de dire que le XXe siècle en Europe, c'est 1914 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Donc au Mexique, on pourrait dire que le XXe siècle commence en 1910, c'est-à-dire quand commence la révolution mexicaine, qui va durer une bonne dizaine d'années, jusqu'à 1985. On a l'habitude de prendre cette date de 1985, qui est la date du tremblement de terre de Mexico, le grand tremblement de terre qui a mis la ville par terre, mais surtout qui a fait arriver une aide internationale qui a été détournée par le gouvernement et qui donc a donné lieu à une mobilisation sociale. Ça a été véritablement la prise en charge de la société par les citoyens. Et à partir de 1985, on a un pays qui va connaître une pluralité politique qu'elle n'avait pas. On va avoir un pays qui commence à avoir ce qu'on appelle une société civile, parce qu'avant on avait droit à un seul parti qui gouvernait le pays, mais enfin il ne se compliquait pas parce qu'il avait une gauche, une droite, un centre à l'intérieur du parti, donc c'était eux qui décidaient.
s'il y avait un aspect plutôt social, un aspect plutôt néolibéral, etc. D'ailleurs, en 1936, par exemple, le président Lázaro Cárdenas nationalise le pétrole, exproprie les compagnies étrangères, est très proche du communisme. Et en 1986 est élu Carlos Salinas de Gortari, qui, lui, est un néolibéral à tout craint. Ils viennent du même parti. Donc c'est pour vous dire, il y avait effectivement une gestion de la société qui était faite par un parti unique. Et c'est contre cette situation qu'en 1985, il va y avoir un bouleversement social capital. Mais ce bouleversement social, c'est aussi ce qui va alimenter une génération de jeunes, à l'époque, jeunes écrivains, et qui vont proposer une littérature qui aura un petit peu plus de rupture par rapport aux aînés. Il n'y aura plus cette espèce de nécessaire transmission. Alors je reviens donc en arrière, on va commencer notre XXe siècle. La révolution mexicaine donne lieu à un phénomène assez curieux qui est ce qu'on a appelé les romans de la révolution. Je vous ai dit que, par exemple, Manuel Paino, au XIXe siècle, écrit un roman qui s'appelle Les bandits du Rio Frio, qui est une espèce de roman un peu picaresque, avec des aventures, avec des personnages qui s'entretuent tout le temps. Mais enfin, quand on pense qu'en même temps, on a Dickens, Dostoïevski, Victor Hugo, etc., c'est quand même des romans, on a le sentiment des romans un peu d'apprentissage, c'est des romans de coupe très factuelle, c'est assez populaire, mais en même temps, ça n'a pas une grande densité littéraire. Et alors là, c'est très curieux parce qu'il se passe ce phénomène. On dit que parfois la technologie s'accélère quand il y a des conflits. Ben, au Mexique, ce n'est pas la technologie qui va s'accélérer, c'est l'écriture littéraire. Je veux dire par là que les premiers romans qui sortent de cet événement qu'est la Révolution mexicaine sont des romans absolument matures, travaillés, complexes. Je pense en premier lieu à Martín Luis Guzmán, qui est un personnage qui participe à la Révolution, qui connaît Pancho Villa, qui écrit d'ailleurs les mémoires de Pancho Villa. Et lui, comme beaucoup de révolutionnaires, donc la Révolution mexicaine a lieu principalement dans les campagnes, c'est pas du tout une révolution urbaine, c'est une révolution qui fait 1 million de morts, c'est pas rien, c'est la première grande révolution du XXe siècle, révolution non communiste, non marxiste, qui veut pratiquer le retour à la terre, pour donner la terre aux paysans, un ministère de l'Éducation nationale, le premier sur le continent américain, pour que l'enseignement soit laïque, obligatoire et gratuit, etc., etc. Donc c'est la chute de Porfirio Díaz qui était le dictateur en place depuis plus de 30 ans, et c'est la mise en place donc d'un système politique très particulier de ceux qui ont, comme d'habitude les vainqueurs, ont imposé leur système politique. Mais dans le domaine littéraire, certains veulent écrire et veulent raconter cette révolution. Ils veulent la raconter avec des ressources littéraires très variées, riches, étrangement riches. Par exemple, L'Aigle et le Serpent et L'Ombre du Caudillo, ce sont 2 romans qui sortent en 1928 et 1929 en Espagne, parce que Martín Luis Guzmán a dû s'exiler. Il a fait partie de ceux qui ont, après la Révolution, essayé de participer à la politique. Il a vu qu'il ne pourrait pas en faire partie, et donc il est parti en Espagne, il est allé en France aussi, et il publie ces 2 romans. Donc c'est des romans qui parlent en fait de la récupération de la Révolution. Ce sont des romans extrêmement critiques sur les manipulations de pouvoir, avec une connaissance littéraire tout à fait incroyable. Guzmán lit l'anglais très bien. Il est probable qu'il a su ce qui se passait aussi en langue française, mais en tout cas, lui réussit à manier une plume incroyable où il y a des influences, par exemple, du cinéma. Il y a des choses extrêmement visuelles, des choses extrêmement modernes, il y a un rythme de récit, et on se dit d'où il a pu sortir ça, si ce n'est effectivement des anglo-saxons qu'il a lus. Il raconte cette récupération de la Révolution, et il observe ce que font 2 autres écrivains mexicains
qu'on recommande toujours énormément. L'un qui s'appelle Mariano Azuela, qui est un médecin qui a participé à la Révolution, il a été au plus proche de la Révolution, et il a écouté toutes les histoires qu'ont racontées les soldats. Et Azuela, lui, veut rendre compte de la frustration des classes les plus populaires du Mexique, et il publie un livre qui fait partie des grands classiques de la littérature mexicaine, qui s'appelle « Ceux d'en bas », Los de Abajo. Et « Ceux d'en bas » est un livre qui fait grincer des dents aussi énormément, parce qu'en gros, on dit bien dans ce roman que les personnages qui se sont levés en armes, les paysans qui ont voulu combattre l'état des choses, finalement, après la Révolution, n'ont pas tellement de répercussions sur leur propre vie. Et le troisième de la bande, si je puis dire, Azuela, c'est un naturaliste, c'est un espèce de Zola à la mexicaine. Hein, il a lu Zola et il a fait un petit peu une œuvre qui pourrait ressembler à celle d'Émile Zola. Et le troisième, alors lui, c'est un personnage truculent, Rafael F. Muñoz. Alors lui, il a participé au combat. Il écrit un roman qui s'appelle Vámonos con Pancho Villa, qui tristement n'est pas traduit en français. Donc, je milite pour la traduction de ce roman. Qui raconte les aventures trépidantes, les moments les plus incroyables principalement de Villa. Donc Villa, c'est le révolutionnaire qui vient du nord du Mexique. C'est au départ un bandit. Et puis finalement, il trouve que, quitte à attaquer des gens avec un pistolet, il vaut mieux que ça soit pour une plus noble cause. Et donc, notamment avec des grands malheurs qui touchent sa famille, et il prendra les armes, alors que dans le sud, c'est Emiliano Zapata qui est donc l'outil de la Révolution et qui, lui, s'appuie sur un monde indien beaucoup plus actif et beaucoup plus idéologisé aussi que Pancho Villa. Et donc Rafael F. Muñoz rend compte de ces personnages et il introduit, par exemple, le dialogue avec une langue populaire. Vraiment, on entend encore les gens aujourd'hui dans la rue parler comme les personnages de Muñoz. Alors, il aime bien flatter les caractéristiques du Mexicain traditionnel. C'est parfois un petit peu cliché, les romans de Muñoz. En général, les Mexicains se moquent de la mort, s'amusent de la Révolution, font une révolution une semaine après la Révolution, ils ne sont pas très sérieux, ils sont souvent avec une bouteille de tequila à la main. Enfin, lui, il a utilisé toutes les ficelles et il a un peu construit finalement le personnage mexicain comme on l'aime l'imaginer. Et puis, suite à ces romans, ceux qu'on a appelés vraiment les romans de la Révolution, il y a d'autres auteurs qui commencent à travailler les textes de façon un peu différente. Alors là, je vais vous en citer juste deux, parce que je les trouve tous les deux passionnants. Tout d'abord, une femme, ce qui est à l'époque n'est pas évident. J'ai dit que Sor Juana Inés de la Cruz a été le grand écrivain mexicain de la colonie. Et alors celle-là, elle avait été oubliée, elle a été remise à l'ordre du jour grâce à plusieurs universitaires qui ont défendu son travail. Une femme qui s'appelait Nelly Campobello. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Cartuchos, qui est traduit en français, fort heureusement. Et Nelly Campobello est un personnage qui devrait donner lieu à une biographie, j'espère, un jour, parce que c'est quelqu'un, on ne sait pas quand elle est née, et on ne sait même pas quand elle est morte, parce qu'elle était danseuse, c'était une très très jolie femme, et elle a écrit ces petits textes très très courts, cartouches, avec un S, qui sont des vignettes, où elle rend compte de scénettes de la Révolution, de petits personnages qui ont vécu les choses de telle ou telle façon. Ce sont des portraits de 10 à 20 lignes maximum, c'est très très bien fait, c'est très délicat. Et juste pour la petite histoire, donc elle a sorti ça, ça a plu énormément quand elle l'a publié. Et puis ensuite, ça n'a plus jamais été édité, ça a été réédité il y a peu enfin, et ça a enfin obtenu le succès que mérite une œuvre d'un personnage donc très énigmatique. Et quand elle a été âgée, elle a commencé à être malade, soi-disant des membres de sa famille voulaient faire attention à elle, la soigner, et puis en fait, comme elle avait une pension,
elle est morte un jour, et puis ils n'ont jamais annoncé la mort de Nelly Campovello, qui a été enterrée on ne sait pas où, et ils ont touché la pension encore pendant une bonne dizaine d'années. Voilà, c'est pour ça que... Et ils ont enterré l'œuvre de cette pauvre Nelly Campovello pour longtemps. Et puis il y en a un autre qui fait partie quand même d'un groupe, oui, parce qu'on va commencer à parler de groupe. Les romanciers de la Révolution ne font pas véritablement un groupe, ils n'ont pas les mêmes esthétiques du tout, hein. Ils n'ont pas, mais ils sortent du même événement historique. Et surtout, ils ont une maturité narrative tout à fait surprenante. Ensuite vont venir des clans d'écrivains, et très souvent, les écrivains mexicains vont être universitaires et ou fonctionnaires. On leur donne des postes de diplomates, on leur donne des postes à l'université. C'est le cas d'un personnage qui s'appelle Julio Torri, avec 2 R, qui a écrit un livre d'un humour noir absolument extraordinaire, qui s'appelle « À propos des exécutions ». Et donc il parle de l'art de fusiller les gens, comment il faut que ça se fasse à telle heure, c'est beaucoup mieux le matin que le soir, enfin il explique, et il raconte en fait, entre les lignes, avec beaucoup d'humour, ce qu'il a vu et ce qu'il a observé autour de lui en ces temps post-révolutionnaires. Mais le monde culturel mexicain bascule et va commencer à aduler, à en tout cas aimer ces artistes en général, ces auteurs. À ce moment-là, le Mexique attire énormément. Je veux juste vous dire que c'est là que Eisenstein va tourner Que Viva Mexico. C'est là que Tina Modotti et Edward Weston, le grand photographe, vont développer une œuvre de photographe très important. C'est là que Breton vient en voyage, que Lawrence, que Laurie. C'est un pays qui attire, et c'est un pays qui présente désormais un visage plus aimable vis-à-vis des étrangers, mais aussi vis-à-vis de sa propre population, puisqu'il commence à y avoir cette éducation, qui est une véritable campagne que mène le Premier ministre de l'Éducation, qui est un écrivain tout à fait extraordinaire. Le personnage, comme vous allez le voir, est beaucoup plus douteux. Il s'appelait José Vasconcelos. Donc Vasconcelos va être ministre de l'Éducation. Et là, pour retoucher un petit peu ce que je disais au départ sur les littératures de langues indiennes, ils vont bien devoir décider de ce qu'ils font avec cette éducation laïque, obligatoire et gratuite pour toutes les populations, et ça comprend les populations indiennes qui ne parlent pas espagnol. Et donc, ils vont commencer, je dis ils vont, c'est les pouvoirs publics mexicains, à éditer des collections de livres en espagnol, en obligeant le monde indien à apprendre l'espagnol avec des écoles, avec des gens qui font une campagne d'alphabétisation qui va durer très longtemps. Beaucoup de gens vont participer. En ces temps désormais lointains, être professeur était à la fois bien vu et bien rémunéré. Donc les professeurs mexicains partent dans les campagnes, et c'est fait avec vous imaginez l'entrain qui est mis dedans, c'est la première fois que ça existe, et effectivement ça a des répercussions sur les lectures et puis sur les divisions entre écrivains par groupe et comment ils ont une relation au public. Vasconcelos, je disais, est un personnage douteux parce que tout d'abord, c'est un vrai débat. Et encore aujourd'hui au Mexique, c'est très difficile. Moi, j'ai eu plusieurs fois ce débat avec des amis mexicains, puisque 2 bibliothèques les plus importantes de la ville de Mexico s'appellent José Vasconcelos, ce qui est d'abord crée de la confusion quand on se donne rendez-vous à la bibliothèque Vasconcelos, parce qu'on ne sait jamais laquelle des deux c'est, mais surtout parce que cet homme est d'abord celui qui a voulu obliger les populations indiennes à oublier leur langue et à lire l'Iliade et l'Odyssée, et donc ils devaient apprendre, c'était une espèce de deuxième colonisation, hein. Ils devaient apprendre à lire les histoires d'Ulysse en Méditerranée et pas du tout avoir de contact avec ce qu'avait été le passé de leur peuple. Mais deuxièmement, Vasconcelos va vouloir être président de la République, ce
qui ne va pas plaire au parti, donc il va se présenter un candidat libre. Il est possible, probable qu'il se fasse voler les élections. Enfin, en tout cas, il est menacé de mort, s'en va en exil. Et en exil, est-ce qu'il change véritablement de pensée? Rien n'est moins sûr. En tout cas, il commence à publier une revue qui s'appelle Timon, qui veut dire volant. Et la revue Timon est financée par l'Allemagne nazie et il défend des thèses nazies dans sa revue. Il revient au Mexique et continuera à se faire financer par l'ambassade d'Allemagne jusqu'à la défaite de l'Allemagne nazie, sa revue Timon, qui donc en fait un personnage pour le moins paradoxal. En revanche, il est un des très rares écrivains mexicains, parce qu'il est aussi écrivain, qui écrit justement Ulysse créole, Ulises Criollo, qui est son autobiographie. Et ça, c'est extrêmement rare, parce que le genre autobiographique n'est pas du tout pratiqué, en général en langue espagnole, et en particulier au Mexique. Donc Vasconcelos écrit ces livres qui sont sincèrement admirables. On ne peut pas ne pas être touché par sa langue, ses descriptions de paysages, son talent de prosateur indéniable, mais en même temps, il est ce personnage qui a professé une foi pour l'univers nazi. Alors, nous sommes là dans l'entre-deux-guerres et on assiste à une division entre deux, on va dire, deux sensibilités. Un groupe qu'on appelle les contemporains, parce que leur revue s'appelait Contemporains, Contemporáneos. Ce sont des écrivains cosmopolites. Ce sont des Mexicains qui lisent, traduisent, font connaître aussi bien Paul Valéry que le surréalisme, que T.S. Eliot, que la poésie allemande. Ce sont des gens extrêmement cultivés et qui sont mal vus par les autres, qui sont en revanche nationalistes et veulent une littérature locale et une littérature qui ne fasse pas appel aux valeurs de l'étranger. Donc on voit, on peut même dire que ça va durer jusque dans les années 60 et 70. Ce n'est pas quelque chose qui va durer 2-3 ans, c'est vraiment important. Alors là, je donne les noms, par exemple, du grand poète Javier Villaurrutia, qui est publié aux éditions Corti en France. José Gorostiza, qui écrit un livre qui s'appelle Mort sans fin, qui est un très long poème. Ce sont des gens qui sont tous fonctionnaires ou diplomates. Ils travaillent un petit peu au ministère de l'Éducation, ils vont effectivement travailler une poésie. Alors, ils publient des tout petits romans ou des pièces de théâtre, mais enfin, le cœur de la création, ça reste effectivement la poésie. Et de l'autre côté, donc, il y a mon avant-garde dont je vous avais parlé, les stridentistes, qui sont un peu potaches. Il faut reconnaître que, bon, en général, les avant-gardes vieillissent assez mal, mais alors là, on a affaire à quelque chose d'un peu grand guignol. Ils sont amusés énormément, ils sont moqués de tout le monde, ils font des caricatures, ils écrivent des poèmes, notamment l'un des penseurs du mouvement qui s'appelle Maples Arce. Mais ils réussissent à séduire un gouverneur, donc un gouverneur c'est l'équivalent d'un président de région, qui est à Jalapa, qui est la ville de l'état de Veracruz, qui est sur la côte. Et le gouverneur Jalapa accepte, et c'est je crois quelque chose d'unique au monde, pendant 6 ans, la capitale Jalapa change de nom, il va s'appeler Estridantipolis. Et ils vont faire des opérations d'écriture en plein air, face aux gens, etc. Et effectivement, eux, qui pourtant ont une dette importante en particulier, plutôt des futuristes italiens, ils n'ont pas... Le surréalisme français, même le dadaïsme, c'est pour eux déjà un peu complexe. Et ils vont vivre ça pendant quelques années, mais ça ne durera pas très très longtemps. Alors, on assiste donc à un pays qui est en train d'avoir un univers culturel qui bascule. Vous connaissez peut-être les peintures murales qui sont des actes politiques que l'État mexicain commande à des peintres, Diego Rivera en tête, mais d'autres comme Siqueiros, etc. Et ce sont des peintures gigantesques pour que tout le monde puisse voir la peinture, qu'elle ne soit pas dans des musées
ou dans des galeries ou chez les collectionneurs, que la peinture parle au peuple directement. Alors il y a toute une idéologie qui se greffe là-dessus, qui veut un petit peu dire que c'était ce qui se passait autrefois à l'époque aztèque, puisque la représentation officielle, c'est de dire que l'époque préhispanique, avant l'arrivée des Espagnols, donc, était une époque idyllique où tout le monde vivait heureux dans un paradis terrestre. Après, il y a la conquête et la terrible colonie, et enfin la révolution. Il y a eu l'indépendance, qui a déjà été un pas en avant, mais surtout la révolution qui va ouvrir vers des mondes meilleurs. Si certains d'entre vous ont vu les peintures murales de Diego Rivera, on voit très bien les césures et les cassures qu'il veut mettre en place. Et la littérature prend en charge ça aussi, puisque eux, les écrivains, sont sollicités pour rendre compte d'une mexicanité ou de quelque chose qui serait de cet ordre. Alors, pour pas que ce soit trop long, j'aime bien opposer des écrivains qui viennent de province, je veux dire de la région de Guadalajara, qui sont des écrivains qui sont à la fois provinciaux, mais surtout qui vont ancrer leur œuvre dans leur réalité locale, vraiment de région profondément mexicaine, et de cet espace tellement particulier local, ils vont réussir à transformer ça en quelque chose d'universel. Alors je donnerai 3 noms. Il y a tout d'abord Agustín Yáñez, qui, dans la logique, est le premier à participer, disons, à cette écriture. Yáñez, qui lui-même sera aussi ministre de l'Éducation nationale, qui sera aussi haut fonctionnaire. Et Yáñez, lui, se donne un plan de travail. C'est un gros lecteur, il a lu Kafka, Joyce, c'est un grand lecteur de Claudel, et il décide de bâtir un... Il veut faire comme Balzac, en fait. Il veut écrire 20 romans, et il fait les plans des 20 romans. Il réussira à en faire 11. C'est déjà quand même pas mal. Et fera circuler cette parole-là avec, par exemple, le seul livre de lui qui a été publié en français, il s'appelle Al filo del agua, au fil de l'eau. Et il y a notamment un premier chapitre qui est extrêmement célèbre dans l'histoire mexicaine, qui est la description d'un village à la campagne, dans ce qu'on appelle les hauteurs du Jalisco, comme si c'était une caméra qui circulait et qui observe maison par maison, rue par rue, et décrit ça pendant une bonne vingtaine de pages. Une espèce de prouesse technique dans le domaine littéraire qui n'a pas d'équivalent, en tout cas avant. Mais les deux qui sont les plus brillants, j'allais dire, et les deux qui ont une histoire incroyable vis-à-vis de l'écriture littéraire, le premier s'appelle Juan José Arreola, qui a la malchance d'écrire des nouvelles, ce qui est un genre littéraire qui est peu apprécié par les éditeurs du monde entier et a du mal à se faire traduire. Arreola va avoir une vie incroyable parce qu'il était livreur de bouquins quand il était gamin, il a ciré les chaussures dans la rue, et il a un jour, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a une troupe de théâtre de Louis Jouvet qui passe à Guadalajara, et il va montrer qu'il est aussi un acteur. Et en fait, Jouvet va recommander à Jean-Louis Barrault, et en 1945, il sera le premier Mexicain à avoir une bourse pour aller étudier en France. Et il va passer des années à Paris et écrira ensuite ses nouvelles qui le rendent extrêmement célèbre. Il a écrit un roman et des nouvelles. Mais finalement, il n'écrit que pendant 20 ans. Et dans les années 60, il abandonne l'écriture et devient une espèce de personnage truculent qui venait parler dans tous les coins, qui avait une mémoire prodigieuse, qui récitait des poèmes. Mais les nouvelles de Juan José Arreola, je crois qu'il y en a ici, c'est absolument superbe. C'est vraiment digne des plus grands auteurs du XXe siècle. Et le deuxième, qui est le grand auteur mexicain, Juan Rulfo. Donc Rulfo a écrit 2 livres qui font chacun une centaine de pages, et tout ce qu'il a publié, Le Llano en flammes et Pedro Páramo. Et effectivement, Rulfo a curieusement travaillé un style littéraire qu'on a beaucoup de mal
à imiter. Tout le monde a voulu être Rulfo au Mexique, et personne n'y arrive. Parce qu'il y a un mystère dans l'écriture de Rulfo. Le personnage est extrêmement mystérieux. Rulfo il vendait des pneus, il était représentant en pneus, et il a conduit sa camionnette dans tout le Mexique. Alors la légende dit qu'il a demandé à son patron d'avoir une radio pour écouter un petit peu de la musique et les nouvelles pendant qu'il faisait ces centaines de kilomètres, et son patron a dit que c'était très cher, qu'il n'avait pas. Et donc, il semblerait qu'il ait mastiqué ces phrases pendant des dizaines et des centaines d'heures pour arriver chez lui et coucher sur le papier ces nouvelles. Et ce Pedro Páramo, ce très court roman, très dense, complexe dans sa construction, fragmentaire, avec l'idée donc d'un personnage qui vient chercher son père dans le village dont il est originaire, et petit à petit, le lecteur se rend compte qu'il ne croise que des morts. Et donc là, il y a une espèce de passage dans le monde des morts. C'est effectivement un livre qui va être capital dans l'histoire de la littérature de langue espagnole. C'est une anecdote fameuse, mais quand l'écrivain colombien Alvaro Mutis, qui était jusqu'à sa mort exilé au Mexique, reçoit un plus jeune écrivain colombien qui vient travailler dans une agence de presse qui s'appelle Gabriel García Márquez, et Mutis, qui écrit de la poésie, dit à García Márquez: tiens, toi qui veux écrire des nouvelles ou des récits, lis ça, et si un jour tu arrives à faire quelque chose de ce niveau, tu pourras publier. Et donc, effectivement, García Márquez dit qu'il a lu ça, que ça lui a fait un coup terrible. Mais ça a été un coup pour beaucoup de gens, parce qu'effectivement, c'est une densité d'écriture, c'est un condensé extraordinaire. Et donc, il y a le grand mystère Rulfo, parce que Rulfo publie ses 2 livres en peu de temps, à la fin des années 50, et à partir de là, il va rentrer dans une cantina, boire du tequila, jusqu'à sa mort en 1986, et ne publiera plus jamais rien. Alors, il va mentir à tout le monde. Il va dire: non, mon chef-d'œuvre, c'est celui que je suis en train de faire, c'est le livre que je prépare. Et donc, il a droit à tous les honneurs, il a toutes les bourses, il a un emploi, enfin bref. Et il dit à tout le monde: non, attendez. Et donc, il meurt en 86, tout le monde se précipite, et il n'y avait rien du tout. Et il s'est bien moqué de nous. Mais, en revanche, il a une œuvre de photographe qui est assez incroyable et qui est redécouverte maintenant. Il a dû prendre 6 à 8 000 photos, et c'est vraiment un très très beau photographe. Mais Rulfo, donc, comme Areola, j'aime bien dire qu'ils partent du local pour aller vers l'universel. On ne sait pas pourquoi, mais des gens lisent Rulfo en lituanien, en bulgare, parce qu'il est traduit dans le monde entier, et ils se reconnaissent dans cette histoire, et pourtant c'est la plus mexicaine possible. Donc c'est un des mystères de la littérature qui est magnifique, qui est comment on peut, à partir de l'histoire qui est là, la plus immédiate qu'on a sous les yeux, en creusant dans cette réalité locale, on réussit à trouver l'universel. Et alors, il y a les 2 autres, donc j'ai dit que j'allais mettre en opposition, mais ça n'engage que moi, c'est pour trouver des grilles de lecture. Il y en a 2 autres qui font l'inverse. 2 autres qui viennent du monde international, qui parlent des langues, qui sont de la capitale. L'un va écrire des romans et des essais, il s'appelle Carlos Fuentes. L'autre va écrire de la poésie et des essais, il s'appelle Octavio Paz. Et cela procède à l'inverse. Cela, ce sont des éponges qui lisent énormément. Ça ne veut pas dire qu'ils soient supérieurs ou inférieurs aux autres. On sait par exemple que Rulfo était un très gros lecteur de littérature nordique. Il lit, il avait lu tout ce qu'on pouvait lire, de littérature norvégienne, suédoise, et dans les années 40-50, je ne sais pas comment il se débrouillait, mais enfin, il avait lu énormément de ce genre de choses. Alors que Fuentes, lui, par exemple, né à l'étranger, il est fils d'ambassadeur, et polyglotte. Fuentes parlait un français parfait, un anglais parfait, lisait dans toutes les langues, avait des amis partout, enfin bon, c'était une espèce d'animal international, hétéroclite, etc. Et Paz aussi. Alors, eux font partie d'un mouvement culturel encore plus vaste qu'on a appelé la chute du rideau de nopal. Le nopal, c'est un cactus mexicain.
comme si le Mexique était entouré, non pas d'un rideau de fer, comme il y en avait un qui séparait l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, mais les Mexicains sont amusés à parler du rideau de nopal, qui était ce que le gouvernement voulait mettre en place de façon à ce que les artistes locaux parlent de la mexicanité et parlent de... Et là, ce sont les peintres qui vont être les premiers justement à s'opposer à ça. Et beaucoup de peintres mexicains de cette époque-là vont commencer à pratiquer l'art abstrait, ce qui pour le gouvernement n'avait rien à voir avec la représentation des peintures murales qu'il voulait, etc. Et on pourrait dire que Paz et Fuentes sont les premiers, c'est tout à leur honneur, à avoir immédiatement cherché, voulu, respirer de la littérature et fait finalement des adaptations parfois de littérature étrangère. J'avais dit que Guzman lisait des auteurs étrangers, mais on ne s'en rend pas tellement bien compte pour un lecteur classique et traditionnel. Les romans coulent comme ça de source. Chez Fuentes, c'est clair. Chez Fuentes, quand il écrit La plus limpide région, La rivière más transparente, c'est clair que là, il a lu Faulkner, il a lu Dos Passos, il a lu le nouveau roman français aussi, et il sort ce très gros roman qui est une symphonie. C'est quelque chose de très très imposant et qui surprend tout le monde parce qu'il rend compte de toutes les capes de la société mexicaine, montre les distorsions qu'il y a entre ces classes sociales et surtout réussit à montrer le lien que le peuple mexicain a avec son passé le plus enfoui, le plus ancien, le passé préhispanique. Par exemple, il y a une nouvelle, parmi ses premières nouvelles, qui est très connue, qui s'appelle Tlaloc. Tlaloc, c'était le dieu de la pluie pour les Aztèques. Et il est parti d'une histoire vraie, mais il l'a écrite comme une nouvelle. Une statue de Tlaloc a été retrouvée dans les années 50, début des années 50, à côté de Mexico. Et donc, on a eu droit à des fouilles, on sort le Tlaloc qui est monté sur un camion, et quand il monte sur le camion, pouf, il commence à pleuvoir. Et c'était le dieu de la pluie. Et donc, il y aura des milliers et des milliers de gens, du peuple, qui vont se prosterner devant la statue de Tlaloc, comme si d'un coup, il reconnectait avec ce passé ancien. Et tout le long du chemin, ça a été filmé, la télévision a fait un reportage très marrant, où on voit la statue de Tlaloc qui avance, et ces centaines de gens qui se prosternent, tout ça sous la pluie. Il y a quand même des opérations qui sont bien montées par certains. Mais je reviens à mes deux gaillards. Donc Fuentes, c'est le jeune, brillant. Il a étudié à Genève. Il a appris le français et l'anglais quand il était enfant. Et effectivement, à 30 ans, on va dire Carlos Fuentes, c'est un génie. Il publie La région la plus transparente. Il va sortir La mort d'Artemio Cruz, son deuxième gros roman. Il a publié ses nouvelles, dont je viens de vous parler, et il a à peine 30 ans. Et c'est quand même immédiatement une révélation dans le monde entier. Son aîné, qui lui est né en 1914, Octavio Paz, lui a une histoire très distincte, une histoire très différente, parce que Paz grandit à Mexico, il s'intéresse tout de suite très tôt à la poésie, il fait très vite de la politique, donc il est très proche du parti communiste clandestin quand il est jeune, et il va au congrès de Valence pendant la guerre civile espagnole en 1937, et là au congrès de Valence, il entend, il voit, il comprend que les staliniens sont en train de prendre non seulement le pouvoir au sein des républicains de la guerre civile espagnole, mais en même temps, il voit que c'est Moscou qui organise le monde intellectuel en Europe. Et il a très peur parce qu'il entend beaucoup de mal d'André Gide, dont il a eu le retour du RSS, et Paz est très tenté par une gauche révolutionnaire, mais qui serait non alignée sur Moscou. Qu'il va pouvoir, il va pouvoir alimenter sa réflexion grâce à des contacts qu'il a avec les exilés qui sont à Mexico pendant la Seconde Guerre mondiale. Notamment Victor Serge, cet écrivain russo-belge qui a été expulsé par Staline d'Union soviétique, Jean Malaquais, cet écrivain d'origine polonaise mais écrivain français, des gens qui viennent d'Espagne, de la guerre civile, et
et Benjamin Perret, le surréaliste français qui est en exil à Mexico, qui lui dit bien évidemment qu'on doit continuer à rêver dans la Révolution, mais jamais les staliniens. Donc ça c'est très important pour bien comprendre Paz, parce que jusqu'à sa mort, Paz a la tentation toujours, on va dire, libertaire. Paz avait ça, j'en ai parlé avec lui, il avait toujours ce goût de vouloir la révolution, mais qui ne serait pas du tout... Et après, il en parlait avec un peu de nostalgie, mais quand même, par exemple, il va faire publier Victor Serge au Mexique en langue espagnole, dans sa propre maison d'édition qu'il dirigeait. Et donc Paz, 1945, part à l'ambassade du Mexique à Paris, où il est troisième secrétaire, il ne fait absolument rien, mais il a l'occasion non seulement de croiser les grands intellectuels français de l'époque, de lire ce qui s'écrit à ce moment-là en France, non seulement par des écrivains français, mais ce qui sera très important pour lui, par des exilés qui sont en France. Il voit des gens d'Europe de l'Est, il voit des Grecs, il voit énormément de gens. Alors, il a raconté avec humour son aversion pour Georges Bataille, qui il n'arrive pas à dialoguer. En revanche, il est très fasciné par Roger Caillois. Si vous avez lu l'essai d'Octavio Paz, Le labyrinthe de la solitude, vous verrez très facilement que le premier chapitre, il l'écrit alors qu'il était en poste avant 1945 aux États-Unis. Il parle d'un personnage typique mexicain qu'on appelle le Pachuco. Et ça, c'est un thème qui vient directement de ce qu'il a observé dans les rues en Californie. Et très vite, à partir du deuxième chapitre, il parle de thèmes qui ont à voir énormément avec les recherches de Caillois et, n'en déplaise à Paz, des recherches de Bataille aussi. Par exemple, dans La part maudite de Georges Bataille, il y a un chapitre sur les sacrifices humains au Mexique. Il est clair qu'ils en avaient parlé ensemble et que Bataille lui a parlé de sa vision des choses. Donc Paz est un homme qui sait aspirer, voir, lire, comprendre, traduire, adapter, et ça en fait un personnage qui aura effectivement une vie d'écrivain extraordinaire. Il a une œuvre particulièrement imposante dans le domaine de l'essai, dans le domaine de la poésie, mais aussi il aura une œuvre de traducteur. Il va traduire énormément. Il traduit par exemple la poésie japonaise à partir de l'anglais, Basho. Paz va avoir il aura le goût de faire connaître des littératures que lui aime, apprécie et veut défendre. Donc c'est pour ça qu'il sera directeur de revue. Il aura une première revue qui probablement la plus belle revue, plus intelligente de toutes les revues qui a été publiée au Mexique, plurale, et après la revue Vuelta qu'il va diriger jusqu'en 1998, jusqu'à sa mort. Comme vous savez, il reçoit le prix Nobel en 1990. Il y a juste un point qui m'intéresse de souligner dans le cas de Paz, qui est la relation de Paz avec le surréalisme. Parce que c'est un peu une tarte à la crème, et on dit toujours, oui, Paz est le poète qui a eu une époque surréaliste. Paz n'a jamais été véritablement surréaliste. Il a des passages, notamment Mariposa de Obsidiana, qui est le poème qui est toujours cité comme poème surréaliste. En fait, il y a des présences du rêve dans le poème, un monde onirique, mais en aucun cas on peut dire que cela en fasse un surréaliste. Sinon, Hölderlin serait surréaliste et bien d'autres. Mais Paz, en revanche, réussit à prendre quelque chose dans le surréalisme qui va le passionner toute sa vie. Paz va comprendre ce que Breton a écrit, c'est-à-dire qu'il va voir tout le savoir, toute l'existence et toutes les réflexions qu'il peut avoir d'un point de vue poétique. Je veux dire par là que le cœur de sa réflexion, le noyau dur de son être, c'est la poésie, et c'est à partir de là qu'il va parler d'histoire, il va parler de littérature, il va parler de politique, il va parler de ça. Et ça en fera effectivement un personnage très singulier, très particulier. Donc, dans ces années 60, Paz est ambassadeur du Mexique en Inde. Vous le savez sûrement, en octobre 1968, le pouvoir mexicain, même si on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire et on ne saura vraisemblablement jamais qui a donné l'ordre, mais sur la place des trois cultures, Tlatelolco, des troupes d'élite tirent sur les étudiants et les gens qui manifestent. Il y a des dizaines, voire des centaines de morts.
et une répression extrêmement brutale. Paz démissionne de son poste d'ambassadeur en Inde et reviendra seulement en 1970 au Mexique, où il montera donc des revues et essaiera de conserver son indépendance. Il faut quand même le dire avec un peu d'honnêteté, Octavio Paz va avoir ensuite des points de vue de plus en plus conservateurs et terminera sa vie en étant très proche du pouvoir, en particulier du président de la République Carlos Salinas de Gortari et de son successeur Ernesto Zedillo, qui ira même jusqu'à créer une fondation Octavio Paz, etc. Donc ce que je veux dire par là, dans tout le déroulé de l'œuvre de Paz, on peut quand même observer dans le domaine poétique ses débuts sur l'interrogation sur la poésie, sur le rôle de la poésie qui a à voir avec sa lecture des surréalistes. Il ira même jusqu'à, par exemple, son grand poème Blanco, Blanc, est un poème inspiré par les poésies qu'on écrit en langue française, extrêmement minimaliste, extrêmement avant-gardiste. Il reviendra ensuite à une poésie d'un certain souffle, avec son dernier recueil, Arbol Adentro. Le dernier livre qu'il écrit dans le domaine de l'essai est un livre un peu raté. Bien évidemment, je ne me rappelle pas du titre tout de suite, ça vient de m'échapper. Mais c'est son grand livre sur l'amour et l'érotisme. C'est un petit peu le livre qu'il devait à sa femme, Marie-Josée, française, qu'il a connue en Inde, et donc il voulait avoir une réflexion sur ces sujets. Mais enfin, ce n'est pas particulièrement réussi. Ce qui est tout à fait étonnant dans le cas de Paz, c'est que finalement, c'est un homme qui aura assimilé la culture internationale jusqu'à à peu près la cinquantaine. Il ira jusqu'à Lévi-Strauss. Après Lévi-Strauss, il ne comprend plus. Alors il est perdu, il était perdu, et il a par exemple écrit sur l'amour et l'érotisme sans consulter les livres de Michel Foucault, parce qu'il disait que c'était un farceur et que tous ces philosophes des années 70, qui étaient en plus des gauchistes, étaient des farceurs, et donc il n'avait pas de rapport intellectuel, j'allais dire, à ça. Mais enfin, ça reste un monument, et j'allais dire, c'est juste maintenant, il est mort en 98, ça fera donc bientôt 20 ans, que les toutes jeunes générations de poètes mexicains ne se posent plus la question de leur rapport à Paz. Avant, il y avait entre eux, tu es du côté de Paz ou tu es du côté d'autres poètes. Et effectivement, c'était un monstre qui occupait un espace gigantesque. Alors, ce que j'ai voulu dire par là sur Paz et Fuentes, c'est que ça ouvre véritablement la littérature mexicaine. Et dans les années 60 et 70, il y a effectivement des idées qui dynamisent un petit peu la relation à l'écriture. Alors, l'une des idées, par exemple, un groupe très particulier, un petit peu... J'ai dit qu'il n'y a pas d'avant-garde au Mexique, c'est vrai que ce n'est pas vraiment une avant-garde, mais enfin, il y a un risque littéraire chez eux. On a appelé ça le groupe de la Casa del Lago. La Casa del Lago, c'est une maison de la culture qui est dans le parc de Chapultepec à Mexico, qui appartient à l'université. Et alors là, quelqu'un a pris la décision de confier la direction à un écrivain mexicain qui s'appelait Juan Vicente Melo. Et Melo va lancer des projets d'écriture, de lecture. C'est là, par exemple, que le Chilien Alejandro Jodorowsky, qui vit à Mexico à cette époque-là, va casser en 1000 morceaux un piano à coups de hache face à un public mexicain qui n'était pas du tout habitué à ce genre de relation au piano, en tout cas, ou à la musique en général. Donc, il y a tout ce monde-là. Il y a donc dans ce clan un écrivain assez proche de Mandiargue ou de Bataille dans l'esprit qui s'appelait Salvador Elizondo, qui a été publié chez Gallimard. Il y a un écrivain qui fait un peu fleur bleue aujourd'hui quand on lit, mais à l'époque c'était l'écrivain qui parlait du désir, parlait des jeunes filles, qui regardait des hommes, qui s'appelait Juan García Ponce. Il y a une femme extraordinaire qui s'appelait Inés Arredondo, qui a écrit juste des nouvelles aussi, qui sont traduites en français. Il y a comme ça un groupe de gens qui sont aussi très internationaux. García Ponce traduit de l'allemand, Elizondo a traduit Valéry et a traduit, était très proche de Joyce dans son système d'écriture. Donc ça fait partie des gens qui sont précipités sur cette porte ouverte. José Emilio Pacheco,
qui est aussi un monument mexicain, donc beaucoup plus jeune que Paz ou Fuentes. José Emilio Pacheco, qui a écrit surtout de la poésie, mais aussi des romans, mais aussi des essais, grand traducteur, et qui était une espèce d'animal littéraire total, et qui intervenait dans la société, parce que désormais, ça devient quelque chose de nouveau. Certains ne sont plus fonctionnaires, diplomates, comme je disais, mais réussissent à gagner leur vie comme écrivains. Et ça, c'est nouveau. C'est Fuentes, le premier, qui véritablement, même s'il a, par exemple, accepté un poste d'ambassadeur à Paris, dont il démissionne aussi en 1975, mais Fuentes est le premier à avoir dit on peut gagner sa vie en écrivant. Et donc, il a donné une leçon à tout le monde. Il faut écrire dans les journaux, il faut donner des conférences, se faire payer, etc., etc. Et donc, ça va donner, effectivement, un certain nombre d'auteurs qui vont connaître non seulement un succès au Mexique, mais aussi à l'étranger. Je citais José Emilio Pacheco. Ça me paraît aussi être un thème de réflexion important et intéressant. José Emilio Pacheco publie un roman en 1967 qui s'appelle Tu mourras loin, Morirás lejos. C'est le premier roman mexicain qui se passe en dehors du Mexique. C'est-à-dire que s'il y a un thème qui va peut-être jusqu'à aujourd'hui et qui fascine les écrivains mexicains, c'est le Mexique. C'est d'essayer de déchiffrer le pays, c'est d'essayer de comprendre les mentalités, c'est d'essayer d'interroger l'histoire. Mais ça, c'est tout à fait incroyable de voir la puissance avec laquelle ils ont voulu lire et relire leur propre pays. Ce qui est le cas, par exemple, de Fuentes. Au début, Fuentes est obsédé par l'idée « je veux réussir à saisir comment ce truc est possible ». Et d'autres vont suivre. Par exemple, Fernando del Paso. Je ne sais pas si vous voyez cet écrivain qui a écrit assez peu de livres, mais chacun de ses volumes, de ses romans sont extrêmement volumineux. Palinure de Mexico et Noticias del Imperio, Nouvelles de l'Empire, qui parle de Carlota et donc de Maximilien, ceux qui ont été envoyés par Napoléon III au Mexique quand la France a envahi au XIXe siècle le Mexique. Fernando del Paso est quelqu'un qui a aussi en tête en permanence d'interroger l'histoire, le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays pour qu'on en soit là où on en est. Elena Garro, la première... Moi, je trouve intéressant de signaler quand même très tôt, je l'ai dit avec Sor Juana de la Cruz, je l'ai dit avec Nelly Campobello, mais il y a quand même beaucoup de femmes dans la littérature mexicaine. Et Elena Garro est parmi les auteurs les plus fascinants. Elle fait partie de ce qu'on a appelé le réel merveilleux, le réel maravilloso, c'est-à-dire elle participe un peu, elle vient un petit peu avant, mais elle participe un peu à ce grand mouvement de littérature magique à la Garcia Marquez. Elle aussi, elle pratique ça, et la vérité, c'est qu'elle est particulièrement douée dans ce panorama, c'est quand même parmi les auteurs les plus importants. Alors, l'auteur participe à la société, et ça, c'est nouveau. Par exemple, je voudrais vous parler de José Revueltas, qui est un romancier, qui est un personnage inouï, qui réussit à passer plus de temps en prison qu'en dehors de la prison, pour des raisons politiques, parce qu'il crée des partis politiques dont il s'auto-exclut d'ailleurs en général, mouvement révolutionnaire, mais il écrit, alors je vous recommande un roman très court, qui s'appelle Le Mitard. Donc, le Mitard, c'est cette prison dans la prison, qui en espagnol s'appelle El Apando, qui est un livre où rien ne dépasse. C'est absolument superbe, de maîtrise, de contrôle. Et Revueltas écrit, notamment sur les prisons, qu'il connaît si bien, et écrit sur les formes de résistance dans le domaine politique, sans jamais tomber dans les travers de la littérature militante. Jamais il y a chez Revueltas des choses qui sont trop lourdes, trop pesantes, qu'on pourrait avoir du mal à digérer. Alors, des gens qui interviennent dans la société, Rosario Castellanos, une autre femme qui écrit des nouvelles, notamment sur les Chiapas. Elle montrera même des théâtres de marionnettes dans les Chiapas pour les enfants des Chiapas, et mourra de façon extrêmement mystérieuse en Israël, alors qu'elle est diplomate mexicaine là-bas. Elena Poniatowska, qui est toujours vivante, qui est née à Paris, de la famille Poniatowski polonaise, et qui très tôt, très jeune,
est partie au Mexique. Alors elle a réussi un livre tout à fait étonnant qui s'appelle La nuit de Tlatelolco, qui raconte donc ce massacre de 68, mais elle le fait en montant des entretiens avec des témoins. Il n'y a pas un mot qui soit d'elle dans son livre, c'est un collage d'entretiens. Et le livre fonctionne parfaitement comme ça, il n'y avait pas besoin d'en rajouter quoi que ce soit. C'est le livre qui va la rendre la plus célèbre parce qu'elle est journaliste à l'époque. Et depuis, elle aura une œuvre assez importante. Elle a fait des romans, notamment sur Leonora Carrington, sur Tina Modotti. Elle prend comme ça des personnages au Mexique très importants et les transforme en romans. Alors, je ne vais pas vous assommer de milliers de noms, mais ça, on a toujours l'impression qu'on peut donner des pistes de lecture. Autre influence internationale, le monde californien, la musique rock, les drogues, la jeunesse, les hippies, les cheveux longs. Et ça donne un groupe d'écrivains au Mexique qu'on appelle les écrivains de la Onda, avec comme chef de file un auteur qui va être extrêmement bien reçu, très jeune, qui s'appelle José Agustín. Alors, il a 2 livres en français, un qui s'appelle Mexico Midi-5 et l'autre qui s'appelle Acapulco 69. Mexico Midi-5, il le publie avant d'avoir 20 ans. Et c'est encore aujourd'hui un best-seller. C'est l'histoire d'un garçon qui ressemble énormément à José Agustín, qui a 16 ans, et qui va passer en équivalent de classe de seconde. Et donc, avec ses amis, pendant les vacances, il s'amuse dans un quartier, c'est la classe moyenne mexicaine, qui n'en faisait pas autrefois des personnages de romans. Et toute la jeunesse mexicaine se reconnaît devant ce jeune garçon qui va faire des bêtises à l'université, qui a des interrogations dans le domaine sexuel, etc. Et il ose mettre sur la table un certain nombre de sujets qui n'étaient pas traités. Avec une langue, et c'est là où il est très fort, une langue réinventée. Il écrit dans un espagnol extrêmement bizarre, avec des mots de la rue, des mots d'argot et des mots effectivement populaires, ou parfois des termes assez littéraires. Il réussit à créer une langue à lui. Et José Agustín va avoir comme ça une présence, il est toujours vivant et a publié dans pas mal de langues. Il y a aussi le roman policier qui n'était pas une tradition mexicaine. Si on met à part un roman qui est très très bon qui s'appelle Le complot mongol d'un auteur qui s'appelait Bernal, mais il y a un écrivain mexicain qui s'appelle Paco Taibo II, parce qu'il y avait le papa qui s'appelait Paco Taibo I. Et Paco Taibo II a écrit donc une pléiade de romans policiers qui en fait, si j'ai bien compris, l'écrivain mexicain qui a vendu le plus de livres dans le monde entier, puisqu'il est traduit dans à peu près toutes les langues qu'on puisse imaginer dans le domaine du polar. Mais il utilise le polar un peu à la nord-américaine, c'est-à-dire son détective privé, il circule dans la société et il dénonce la corruption, il dénonce des déviances dans le domaine du pouvoir, qu'il résout pas toujours, il résout pas toujours ses affaires, mais au moins un peu comme le faisait Raymond Chandler par exemple, ou Dashiell Hammett aux États-Unis quand ils avaient le détective Philippe Marlowe qui réussissait à mettre en évidence telle ou telle malversation. Alors ça c'est aussi assez nouveau et il y a une grosse descendance. Il y a beaucoup de gens qui écrivent aujourd'hui du polar au Mexique. Personnage totalement improbable et qui est une œuvre en lui-même, Sergio Pitol. Alors, Sergio Pitol est un Mexicain qui, lui, a quitté le Mexique très tôt. Il est très discret sur sa vie. C'est un homosexuel reconnu qui, à l'époque, a souffert énormément de sa condition et donc a vécu, par exemple, en Chine à la fin des années 50. Il a vécu ensuite en Pologne. Il a appris beaucoup de langues étrangères, ce qui a fait qu'il a été très tôt l'un des grands traducteurs de littérature du monde entier en langue espagnole. En particulier, il a été le traducteur de Witold Gombrowicz, puisqu'il savait le polonais. Et il y a une correspondance Gombrowicz-Pitol sur les traductions. Et Pitol est un auteur qui publie des romans assez travaillés, qui regarde beaucoup du côté des littératures des pays de l'Est. C'est une littérature justement très imprégnée de Gombrowicz ou d'autres.
Et tout à coup, alors là, ça fait partie des choses assez peu explicables. Dans les années 90, Pitol va changer complètement de système d'écriture et publie un livre qui s'appelle L'art de la fugue, qui est un livre qui est à la fois autobiographique, du domaine de l'essai. Ça rappelle un petit peu ce que pourrait faire un Claudio Magris ou un Sebald, justement. C'est lui qui circule dans différents endroits du monde et profite de telle présence en tel lieu pour raconter des histoires. Il y a du narratif, il y a de l'introspection, et c'est véritablement un grand coup de tonnerre. Le jour où ce livre sort à Mexico, il va avoir 2-3 mois de flottement dans la critique parce qu'ils ne savent pas comment traiter ce livre qui ressemble à aucun autre livre mexicain jusque-là paru. Et ça va être un énorme succès. Et là, Pitol va continuer à travailler dans cette veine et va publier 3 livres qui ressemblent à cet art de la fugue. Mais ça en fera de lui un prix Cervantes, donc qui est la plus haute distinction en langue espagnole. C'est ce qui est juste, on appelle ça le prix Nobel de la langue espagnole. Et Sergio Pitol, qui est toujours vivant, a terminé son œuvre il y a maintenant déjà une dizaine d'années. Mais il a mis en avant ce nouveau système d'écriture dans lequel se sont engouffrés beaucoup de jeunes Mexicains, parce que ça a eu une capacité d'attraction d'un seul coup. C'était une littérature mondiale, c'était une littérature qui n'avait plus du tout de complexe, et ça a été extrêmement bien pris. Alors je vous le disais, changement dans la société mexicaine à partir des années 85-86, chamboulement dans le domaine politique, la prise en charge dans la société, et ça a des conséquences énormes dans le domaine de l'écriture littéraire. Alors, c'est un peu facile à dire, mais en même temps, je crois que c'est vrai. Autant on a assisté auparavant à un désir d'enchantement, de raconter des histoires qui soient Scheherazade, on va raconter tout. Autant la génération qui commence à s'exprimer est la génération du désenchantement. Donc, parfois humour noir très cruel, dénonciation, interrogation sur, par exemple, les grandes interrogations de certains auteurs comme Juan Villoro sur la frontière entre la vérité et le mensonge. Parce que pendant très longtemps, au Mexique, les gens ne savaient pas trop. Les systèmes d'information étaient extrêmement contrôlés et on avait du mal à situer où se trouvait le mensonge et où se trouvait la vérité. Il y avait des rumeurs, mais la rumeur, c'est même la définition de la rumeur, c'est qu'on ne sait jamais si elle est vraie ou elle est fausse. Et effectivement, beaucoup de livres de Juan Villoro, en particulier ses nouvelles, parlent de ça, de la manipulation, par exemple, son premier roman qui est publié chez De Noël, qui s'appelle Le Maître du Miroir en français, raconte les enjeux dans une clinique avec un directeur de clinique qu'on ne voit jamais et les enjeux de pouvoir qu'il y a et comment il y a des manipulations, des réconciliations, des alliances, ce qui en fait un système effectivement qui ressemble un peu au système mexicain. Enrique Serna et son humour noir, qui publie des nouvelles parfois très très drôles. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, il y a une nouvelle qui s'appelle, c'est celle que j'ai choisie pour représenter Serna dans cette anthologie. Une histoire vraie, Picasso à la plage, à Valoris, et les parents demandaient toujours aux enfants d'aller lui demander un petit dessin à Picasso qui commençait à en avoir marre, et un jour il a dessiné un minotaure sur le torse d'un des enfants. Ça, c'est une histoire vraie. Et donc, Serna reprend l'histoire et transforme donc l'enfant en disant qu'il devient une œuvre d'art, puisque les parents le vendent à un collectionneur d'art américain, qui le met dans leur musée aux États-Unis. Il se fait voler. Il se fait voler par des Allemands qui le mettent dans une fondation. Et dans la fondation, donc il doit enlever sa chemise et montrer le Minotaure auprès de tous les gens qui viennent visiter la fondation. Et finalement, le héros, malgré lui, de cette histoire, s'évade, va à Paris, va dans une chambre d'hôtel et enfin prend une douche et enlève son Minotaure. Et là, il se fait attaquer par le ministère de la Culture français pour destruction du patrimoine. Donc, je le raconte volontiers cette nouvelle parce que... mais Serna en a fait d'autres. Il y en a une nouvelle extraordinaire où il s'amuse à se moquer de nous, de la francophonie, et notamment tout ce que la France fait dans le domaine des ministères de la francophonie. Et c'est l'histoire
d'une jeune... Mais en fait, ça parle du Mexique, c'est pour ça que je veux parler de cette histoire. D'une jeune étudiante en lettres qui ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Et il y a une de ses copines qui lui dit « Tu demandes une bourse au ministère de la Francophonie pour aller étudier la littérature d'un pays. Et ils vont te la donner à tous les coups. » Et ça marche. Donc elle part dans le pays, elle va étudier la littérature, mais on ne veut pas lui donner accès ni aux librairies, ni aux bibliothèques. Elle a beaucoup de mal à comprendre. Et elle voit à la télévision les auteurs les plus importants du pays discuter de leurs œuvres, du prochain roman. Et un jour, elle ne tient plus. Et elle met un pavé dans la vitrine de la librairie et elle prend tous les livres. Et quand elle arrive chez elle, elle ouvre et elle voit que tous les livres sont blancs. Et alors, à ce moment-là, arrive la police qui lui dit « Vous avez découvert le secret de notre pays. C'est qu'en fait, tous nos écrivains, on les paye pour qu'ils ne fassent rien, pour que les gens ne soient pas inquiets. Et donc, ils ont tous une bourse, ils sont extrêmement bien payés, ils ont une maison, etc. » Il a dit « Mais c'est honteux, c'est terrible ce qui vous arrive, comment vous avez pu faire croire qu'il y a une grande littérature, mais c'est grâce à des gens comme vous. Par exemple, vous, on va vous payer, on va vous donner une bourse, et vous allez faire une histoire de la littérature du pays, et on lui dit qu'elle va pouvoir devenir la spécialiste mondiale de la littérature du pays. » Mais en fait, je dis bien, ça parle du Mexique, c'est ce que voulait faire Serna, parce qu'au Mexique, il y a tout un système de bourses. L'État paye souvent des écrivains, ça s'appelle le système national des créateurs. Et donc Enrique Serna, qui est un ennemi acharné de ce système, refusant toutes les bourses, il n'a jamais voulu postuler pour aucune bourse, et voulait dénoncer donc la situation, disant entre autres que les gens qui touchent les bourses ont bien du mal à avoir un point de vue critique ensuite. Chose qui peut se discuter. Donc voilà, il y a des gens comme ça. Il y a Daniel Sada qui nous a quittés trop tôt, qui était un écrivain, un styliste incroyable. Je vous invite à lire un livre qui s'appelle L'Odyssée barbare, qui est l'histoire d'un vol d'une élection. Vous voyez, quand je vous parle de désenchantement, ça fait plusieurs histoires que je vous raconte, qui sont effectivement loin d'être de l'enchantement. Vol d'élection dans le nord du Mexique. C'est un roman qu'il a écrit en alexandrin. Toutes les phrases sont des alexandrins. Et à un moment, il voulait même le sortir sous forme poétique. Et là, je dis... aucun éditeur ne va vouloir publier, ça fait déjà 550 pages quand c'est mis bout à bout, alors si c'était en colonne, il en aurait pour 1000 pages. Et donc, mais c'est une prouesse technique que lui voulait réussir, pas seulement parce que c'est joli, mais parce qu'en même temps, il pensait que la musicalité permettait de lire avec encore plus de facilité son livre. Sada est un homme, par exemple, qui a grandi dans une petite ville du nord du Mexique et il ne savait pas qu'il y avait des écrivains vivants. Il a lu que de la littérature du XIXe siècle, un petit peu du début du XXe. Il ne savait pas qu'il y avait des livres qui sortaient toujours. Et un jour, il est arrivé à Mexico et là, il a découvert que... et il a aussi des histoires d'humour noir. Vous allez dire que ça fait partie des grands clichés sur le Mexique, mais c'est vrai que ça fonctionne. Par exemple, j'ai choisi cette nouvelle pour cette anthologie. Il raconte comment une femme qui vient de province doit faire des examens dans un hôpital à Mexico et elle prend un hôtel en face parce qu'elle a trop peur de se faire voler, tout le temps elle a peur de se faire attaquer, elle est très provinciale et donc elle va à la clinique qui est en face de l'hôtel, elle fait ce qu'elle a à faire puisqu'on veut analyser ses selles et on lui dit de revenir après le résultat des examens. Et elle revient, donc, elle regarde, elle traverse la rue, elle récupère le paquet, si je puis dire, part avec, et un type arrive en mobilette et lui pique le paquet, pensant qu'il l'a observé, et pendant 3 jours, cette femme doit avoir quelque chose de très très précieux, parce qu'elle fait tellement attention à tout ce qui est une histoire vraie, paraît-il, mais que Sada a récupéré aussi pour raconter sous cette forme. Alors, ça, c'est une génération de gens qui sont nés dans les années avant 1960. Pour les temps actuels, on pourrait citer donc des gens qui sont en général, comme je l'ai dit au début, plutôt des virtuoses. Par exemple, Guadalupe Nettel, qui est quelqu'un qui a écrit, qui est publié chez Actes Sud, quelqu'un qui a maintenant un peu plus de 40 ans, et Guadalupe a écrit un premier roman qui raconte comment une jeune femme commence à sentir vivre à l'intérieur d'elle un autre être, et elle ne sait pas qui est cet être. Et tout le roman, c'est la découverte de qui est à l'intérieur d'elle-même.
un roman extrêmement inquiétant, mais ce n'est pas un hasard. Ou David Toscana, qui est un écrivain du nord du Mexique, de Monterrey, qui a lui aussi écrit, par exemple, un livre qui s'appelle Le Dernier Lecteur, et qui se passe dans le désert, dans un désert, dans lequel il y a une bibliothèque qui n'est peut-être pas aussi rutilante que celle qui nous accueille, mais de la même façon, c'est tout un travail qui est fait à partir de la littérature, parce qu'il y a, on pourrait dire, une espèce de littérature qui monte sur la littérature, une littérature qui parle de la littérature, et Toscana en est l'un d'entre eux. Ou Alvaro Enrique, qui est un écrivain qui vit désormais à New York, et qui, lui, a voulu faire toute une saga à partir du sport, du tennis. Donc il a commencé par raconter des jeux de pelote à l'époque préhispanique, et essayer de démontrer qu'en fait, c'est par là qu'est venue une espèce de continuité dans l'histoire, qui est extrêmement bien menée. Alberto Ruiz Sanchez, qui est un écrivain mexicain qui a écrit une œuvre qui se déroule dans un Maroc un petit peu fantasmagorique, et dans lequel il raconte beaucoup d'histoires qui ont à voir avec le désir. Ana García Bergua, qui est une femme écrivain, que aussi j'aime bien, qui a notamment fait un roman qui s'appelle L'île des bobos, mais les bobos sont les oiseaux qu'on appelle bobos, rien à voir avec l'habitant moderne de nos villes, et elle parle d'une île qui s'appelle Clipperton, qui est une île qui est très loin en mer du côté Pacifique, et qui appartient à la France d'ailleurs, et pendant, je crois que c'est pendant la Révolution, c'est un rocher, en fait, il ne se pousse rien sur cette île. Et donc il y avait un bataillon qui était là, qui était chargé de maintenir l'île en armes, et puis ils ont été oubliés dans la bataille. Et donc 20 ans plus tard, quelqu'un a dit, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, nos camarades sur Clipperton? Et donc on a retrouvé les squelettes, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors beaucoup de gens ont écrit des romans qui ont à voir avec ce qui s'est passé sur l'île de Clipperton, dont Ana García Bergua. On peut aussi parler de Guillermo Fadanelli, qui est un écrivain qui regarde plutôt du côté de Bukowski, de la littérature trash nord-américaine. Parmi les très jeunes, enfin attention quand on utilise ce terme, mais très jeunes, je dirais les moins de 40 ans, je voudrais recommander fortement un roman qui vient de sortir, d'Emiliano Monge, qui est le seul roman que je trouve avoir été vraiment très très bien fait sur ce qu'on va appeler la grande délinquance au Mexique aujourd'hui, sur ces groupes de gens qui prennent les migrants et ils les prennent en otage. Et c'est un livre en fait qui est sur la non-communication, qui est sur la violence, et c'est tellement bien fait, ça vient de sortir chez Philippe Ray. Laia Jufresa, qui aussi on trouve ça en folio, c'est aussi une très jeune auteure qui a, maintenant elle doit quand même avoir 35 ans. Et Laia a écrit un roman qui en fait est le miroir parfait de sa génération globalisée et qui parle de la vie à Mexico dans une classe moyenne, avec les malaises que cela peut comporter, avec vraiment la vie quotidienne extrêmement bien reproduite. Valeria Luiselli, qui est une jeune Mexicaine qui elle aussi est très à la mode, en particulier aux États-Unis. Elle vient de sortir un livre sur les migrants, parce qu'elle a été traductrice, interprète pour des jeunes Mexicains qui traversent la frontière et qui sont après ramassés par la police. Mais elle a écrit plusieurs livres qui sont publiés en français, qui en fait un des auteurs particulièrement importants. Et un dernier, Julian Herbert, qui est aussi traduit en français, qui lui aussi, parce que c'est la réalité mexicaine d'aujourd'hui, a voulu rendre compte de la violence. Alors pour ça, il est allé chercher, lui, un événement qui a eu lieu pendant la Révolution, qui est un événement qui ne plaît pas aux Mexicains, que personne n'avait trop écrit là-dessus, qui est que avant la Révolution, le Mexique a vu beaucoup de lignes de chemin de fer se faire construire. Et les trains ont été construits en grande partie par des Chinois qui venaient des États-Unis et qui venaient construire les trains. Et les Chinois sont restés, les Chinois ont ouvert des commerces, et comme souvent quand les Chinois ouvrent des commerces, ça marche très bien, et ils ont gagné beaucoup d'argent, et donc ils sont devenus financiers, et donc les Chinois sont devenus des gens qui prêtaient de l'argent aux Mexicains et se faisaient rembourser avec des taux d'intérêt. Et un jour, pendant la Révolution, il y a un type qui devait de l'argent à des Chinois dans une ville qui s'appelle Léon, dans le nord du Mexique, dans l'état de Guanajuato,
Et il n'a pas voulu rembourser le Chinois s'est énervé, et là, ça a été mené rondement, et les Mexicains ont attrapé tous les Chinois de la ville, ils étaient 300, et ils les ont amenés dans une tour, et ils les ont tous jetés du haut de la tour, et les ont exécutés comme ça. Et ça a donné lieu à un massacre de Chinois un peu partout dans le Mexique, qui a arrangé tout le monde, puisque tout le monde leur devait de l'argent. Et c'est ce qui explique, par exemple, pourquoi, au début du XXe siècle, il y avait un quartier chinois assez important à Mexico. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une rue chinoise à Mexico. Et donc, Julian Herbert a récupéré cette anecdote, si on peut appeler ça une anecdote, et en a fait un roman qui est très réussi et qui, effectivement, réussit à parler de la violence en tant que telle, ce qui est un thème qui, évidemment, a été extrêmement traité, quand ce n'est pas par des journalistes, mais aussi par des romanciers. Donc voilà ce que je voudrais dire sur la littérature mexicaine. Je crois que j'ai été un peu long. Ce sens de la fidélité, de la transmission et du savoir-faire a été finalement le mode de fonctionnement d'avancée de la littérature jusqu'en 1985. Désormais, ça a un peu basculé. Là, ce qu'on appelle globalisation trop facilement, le monde interconnecté, Internet, tout ça fait qu'effectivement, les littératures dans le monde entier commencent un peu à se ressembler. Mais néanmoins, je pense qu'il continue à avoir une résonance particulière à la littérature mexicaine. Elle continue à garder certaines exigences formelles. Elle continue aussi à être très obsédée quand même par elle-même, par le Mexique, en particulier depuis cette guerre avec le narco qui a produit une quantité de romans que je vous épargne, mais qui est en même temps un terrain, c'est pour ça que je citais le roman de Mongré, parce que je crois que ça c'est par contre de la vraie littérature, qui fait que nous avons une époque contemporaine de littérature mexicaine contemporaine qui a une saveur, un goût particulier et continue à produire. Je pourrais vous parler de jeunes qui ont moins de 30 ans et qui aussi ont... J'ai eu le plaisir de préfacer une anthologie de poésie l'année dernière qui est sortie au Castor Astral sur des poètes de moins de 50 ans. Et effectivement, il y a une richesse incroyable. Et pour la première fois, comme je vous le disais quand on parlait de presse, cette génération-là ne rend plus de compte aux aînés et ont véritablement une pluralité et une espèce d'atomisation des styles qui complique beaucoup la tâche du préfacier, mais au moins donne au lecteur des tons et des styles particulièrement différents. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur la littérature mexicaine contemporaine, et bien évidemment, si vous avez des questions, des éclaircissements, des critiques ou autres, je serai très heureux de pouvoir y répondre. Merci à vous.